les amis, vous êtes très studieux tous sur vos portables. L'actualité vibre, agite nos ménages, n'est-ce pas Christophe Barbier? Bonjour Christophe, vous êtes Christophe Barbier. Il y a rien d'autre à dire que ça, n'est-ce pas? Guillaume Audat, vous êtes grand reporter, chroniqueur international. Voici Queen Elisabeth, toujours somptuée et élégante, qui nous rejoint sur le plateau. C'est quand même, vous illuminez le plateau, Elisabeth, franchement. Autant qu'Elisabeth Guillet, journaliste police justice TF1 LCI. Alexandra d'ailleurs. Pardon Alexandra, excusez-moi. Et puis avec nous sur le plateau aussi, Jean-Michel Blanquer, ancien ministre bien aimé de l'Éducation nationale, qui nous vient pour un livre. On va en parler dans un instant, mais tout de suite, on va parler de Marseille. Marseille, où un jeune homme de 20 ans a été abattu hier en plein jour, à 14h30, dans le 4e arrondissement. La victime était le petit frère. Écoutez ça, c'est très important, de l'écologiste Amine Kessassi, un homme qui est notoirement engagé dans la lutte contre le narcotrafic et qui était lui-même très menacé. Une enquête a été ouverte, évidemment. On part à Marseille où on va retrouver Ève Chenu. Ève, qu'est-ce qui s'est passé exactement à Marseille hier à 14h30 ? Oui, effectivement, j'ai pu échanger avec un proche de la famille Kessassi qui m'a fait passer un message de la part du grand frère de Mohamed, un message de la part donc d'Amine Kessassi. Amine Kessassi, je le rappelle, c'est une figure locale à Marseille, une figure bien connue de tous, puisqu'il est engagé dans la lutte contre le narcotrafic. Et lui, en fait, on est persuadé, les tirs hier qui ont ôté la vie à son petit frère, lui étaient destinés. En fait, Amine Kessassi recevait depuis plusieurs mois déjà des messages de menaces. Il est même actuellement sous protection policière. Alors pour lui, c'est une évidence. Son petit frère est une victime innocente. Alors je le rappelle, Mohamed Kessassi, c'est le deuxième frère de cette famille à être tué. Mohamed Kessassi, il était, encore une fois, inconnu des services de police. Il avait seulement 20 ans et il avait un rêve, devenir policier. Devenir policier. Alors Alexandra, qu'est-ce qui s'est passé exactement à Marseille hier ? Alors les faits sont d'une extrême violence. Ils sont intervenus en plein après-midi, 14h30, dans le 4e arrondissement de la cité phocéenne. Ce jeune homme de 20 ans était en fait en train de garer sa voiture quand une moto qui était montée par deux individus en fait s'est placée à sa hauteur. Son passager arrière a alors sorti une arme. C'est Bac Nord en fait. On voit ça dans tous les films. Non mais c'est vrai. Oui, malheureusement c'est des scénarios qui se répètent un peu. Son passager arrière donc a sorti une arme et tiré à plusieurs reprises, atteignant mortellement donc sa cible. Et la victime, effectivement, comme le disait notre reporter, était inconnue des services de police et de justice. Le lien avec le narco-banditisme n'est pas formellement établi, a dit le procureur de Marseille, mais pour le maire de la ville, notamment Benoît Payan, lui qui a fait part de sa sidération, il pense que cela pourrait être potentiellement un assassinat d'intimidation. Alors c'est l'enquête qui devra évidemment le déterminer, mais il pense cela car la victime, qui était effectivement en train de passer son concours pour devenir gardien de la paix, est le frère de ce militant écologiste Amine Kessassi. Merci beaucoup Alexandra. On est en ligne avec Jean-Michel Verne. Bonjour, vous êtes spécialiste du trafic de stupéfiants et des réseaux criminels. Jean-Michel, pour vous, ça fait pas un pli. C'est bien lié au narcotrafic d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire l'un ou l'autre des frères menacés, puisqu'on sait que le grand frère d'Amine Kessassi avait déjà été assassiné lui-même. Oui, en fait, Amine Kessassi était déjà l'objet de menaces depuis plusieurs mois et l'objet d'ailleurs d'une protection. Et c'est pas très étonnant que suite à l'assassinat de son grand frère, aujourd'hui un autre membre de sa famille soit touché, d'autant que lui-même a par ailleurs, semble-t-il, des ambitions politiques. Pour être très précis, Alexandra, le grand frère d'Amine Kessassi avait été, lui, assassiné dans des circonstances absolument épouvantables. Oui. C'était il y a 5 ans, il est victime, lui, d'un narcomicide. Ce qu'on appelle désormais un narcomicide, c'est-à-dire... Exactement, un règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants. Oui, exactement. Et en fait, son frère, Amine Kessassi, qui depuis lui milite et est aux côtés de victimes de narcotrafiquants pour aider à lutter contre ce problème-là à Marseille, a publié un livre il y a quelques semaines seulement, justement, qui s'adresse à son
son frère Brahim qui est décédé dans ces conditions. Qui s'appelle Marseille, essuie tes larmes, vivre et mourir en terre de narcotrafic. Donc on est en terre de narcotrafic là-bas, Jean-Michel Verne? Oui, bien sûr, le narcotrafic, j'en parle beaucoup dans mon ouvrage qui s'appelle Inside DZ Mafia, qui est paru chez Artaud, qui vient de paraître. On est une ville gangrénée par le narcotrafic. On a évidemment beaucoup de soucis par rapport à ces questions. Je dirais que le narcotrafic n'est pas un phénomène spécifiquement marseillais. Il touche tout le territoire et aujourd'hui, la question qui se pose, on le voit très bien, puisque là, on a quelqu'un de la société civile qui est touché, quelqu'un qui est impliqué dans le monde associatif. Je dirais qu'à la veille d'une manifestation anti-mafia en Corse, des collectifs se mobilisent contre la mainmise de la mafia sur l'île de Beauté. On a cet événement qui se passe à Marseille. Je dirais presque que ce n'est pas un hasard. Ouais, Jean-Michel Blanquer, vous parlez dans votre livre des territoires perdus de la République, en fait. On va y revenir, ça en fait partie. Et vous êtes aussi spécialiste de la Colombie. Vous avez vécu en Colombie, qui est un État qui est aussi un État presque failli, en tout cas à une certaine époque. Qu'est-ce que ça vous inspire là, à Marseille, ce qui se passe à Marseille en ce moment et cet assassinat? C'est d'une extrême gravité. Effectivement, ce genre d'événement me rappelle des choses que j'ai vécues dans les années 80, lorsque des hommes politiques ou des militants associatifs comme ces jeunes hommes étaient assassinés. C'est une politique d'intimidation. En Colombie, n'est-ce pas ? Là, dans l'exemple colombien, si vous voulez, vous voyez dans les années 70 monter le trafic de drogue fortement. Personne ne dit rien. La corruption s'installe en silence. Des représentants politiques sont eux-mêmes corrompus. Puis un jour, en 1984, vous avez un ministre de la Justice qui commence à prendre le problème à bras-le-corps. Il est assassiné. 5 ans plus tard, un candidat à la présidentielle qui va sans doute être élu contre la corruption est assassiné. Ensuite, des candidats à la présidentielle sont assassinés. Oui. Cela signifie que et des milliers de gens sont assassinés dès qu'ils lèvent la tête, si vous voulez. Donc c'est une politique d'intimidation. Si on ne fait pas quelque chose dans les débuts, si on ne tue pas ce problème dans l'œuf, la chose ensuite devient une gangrène. Donc il faut prendre ces sujets-là de manière extrêmement grave, de façon à montrer où est l'autorité de l'État dans ce genre de situation. Et c'est pour ça que c'est vraiment très intéressant et de vous entendre sur ce point, Jean-Michel Blanquer, parce que c'est vrai, Amine Kessassi, donc il est maintenant engagé dans la lutte contre le narcotrafic. Il la dénonce pour l'avoir vécu. Il était un peu peut-être angélique en 2020 en disant « je n'en veux pas aux narcotrafiquants, ils sont victimes et piégés par un système ». 5 ans plus tard, l'enquête n'a pas encore livré ses conclusions, mais la thèse de l'assassinat d'intimidation, elle tient. Il faut savoir comment ça s'organise. Et ce qu'il raconte, lui, dans son livre, La vie dans les cités, sont des dealers qui disent à quelqu'un « tu peux rentrer ou tu peux monter ou non dans l'immeuble ». Ce sont des gens qui fouillent le coffre des infirmières. Celles qui vont soigner les personnes âgées pour savoir si elles n'ont pas autre chose dans leur coffre. Si cette thèse, elle tient, et de l'assassinat d'intimidation, et que de sources proches de l'enquête, on dit attention, on passe dans une autre dimension. Benoît Payan, maire de Marseille, dit on passe dans une autre dimension. Ça veut dire quoi concrètement, passer dans une autre dimension ? À mes yeux, ça signifie qu'il faut être capable de prendre des mesures d'exception sur certaines parties du territoire, de façon à y rétablir l'ordre, non pas de manière ponctuelle, mais de manière définitive. Ah, vous avez fait réagir Christophe, là. Oui, parce que souvent les gouvernants dire on fait la guerre, on est en guerre contre le narcotrafic. La guerre, moi je la vois chez Trump. Il lance des missiles sur des bateaux, c'est des actes de guerre avec des avions de guerre. Nous, je la vois pas, la guerre. C'est-à-dire, on n'est pas dans les moyens d'exception. Jean-Christophe, vous avez dit il faudrait pouvoir tirer sur une voiture qui fait un go fast. Et oui, et ça on le fait pas. Et ça on le fait pas parce que ça qu'il est état de droit, Christophe. Voilà, c'est ça, changer de dimension. C'est ça, exactement, changer de dimension. Une démocratie, l'une des caractéristiques d'une démocratie, c'est de savoir se défendre contre les ennemis de la démocratie. Il faut donc se donner des moyens spéciaux face à des ennemis spéciaux. Donc c'est des moyens juridiques d'une part, et puis des moyens pratiques d'autre part. Donc du côté des moyens juridiques, ça signifie des règles nouvelles dans le futur pour être capable de tenir de tenir un quartier, il y a une loi d'attaquer, bien sûr. Il y aurait aussi la confiscation systématique de tous les biens mal acquis, c'est-à-dire vous voyez arriver quelqu'un en Porsche, il n'a pas d'explication sur la façon dont il se l'est procuré, vous la confisquez. Vous avez entre 4 et 10 milliards d'euros par an de bénéfices du narcotrafic en France. D'ailleurs, ça permettrait aux finances de l'État au passage d'y gagner un peu. Et il faut toucher au portefeuille les narcotrafiquants. Donc vous avez des mesures juridiques et puis après vous avez des mesures pratiques. Souvent, quand on dit
on fait la guerre contre le narcotrafic, ça signifie en fait que vous avez la police qui donne un grand coup de massue pendant quelques jours dans un endroit. Mais très peu de temps après, les choses reviennent comme avant. Donc ce qui est très important, c'est de rester. Et donc ça suppose des mesures d'exception d'ordre public qui peuvent impliquer la police, pourquoi pas l'armée, à partir du moment où dans un endroit... Je veux dire, on ne peut pas euphémiser ce qui se passe, on l'a entendu un peu dans les propos du journaliste à l'instant. Il ne faut pas euphémiser. Ce que fait la mafia à Marseille, c'est instaurer un ordre mafieux gravissime, où on tue, où on intimide, qui est un ordre qui remplace l'ordre de l'État. Donc il est évident que pour l'instant ça reste circonscrit à certains territoires, mais ça s'élargit de plus en plus. Donc il faut savoir... Ça s'élargit de plus en plus, oui. Et donc il faut, Nantes, il faut y mettre fin tant qu'il est temps. Sinon après, quand on laisse trop de se développer ça, après c'est trop tard. Alors dans ce contexte, évidemment, saluons le courage quand même de cette famille. Et de ce frère qui a écrit le livre et qui a pris des risques, et malheureusement c'est le frère qui paye. Ça coûte très cher, le courage, mais vous dites on euphémise. Il ne faut pas euphémiser. Qu'est-ce qui manque dans le fond pour passer justement de ce qu'on fait aujourd'hui pour lutter contre le narcotrafic et ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire ce que vous avez décrit? Du courage, de la lucidité, des incarnations. Qu'est-ce qui manque? Toutes ces choses, en effet. D'abord le courage, et le courage coûte cher, on vient de le voir, et donc c'est pour ça que les candidats sont pas si nombreux. Mais aujourd'hui, quand vous exprimez contre certains types de menaces, vous êtes menacés. Regardez le nombre de gens aujourd'hui qui sont... Oui, je parle de tous les sujets d'aujourd'hui de menaces contre la démocratie et la République. Toutes les personnes qui s'expriment finissent par avoir besoin d'une protection policière, donc c'est très grave. On est dans un système d'intimidation qui commence avec les réseaux sociaux et qui finit avec ce type d'assassinat. Donc il faut pas euphémiser ce que nous vivons là-dessus, sans pour autant être dans une sorte de panique. Il faut au contraire être... Il y a un manque de lucidité. Je pense qu'il y a de l'euphémisation dans le débat public de ces problèmes, parce que il n'y a pas suffisamment de conscience de ce qui se passe pour de vrai sur le terrain pour les gens qui vivent ça. Et vous avez des gens qui sont obligés de fuir des quartiers, vous avez des gens qui sont obligés de se soumettre dans des quartiers, et donc à la loi du plus fort. Et la loi du plus fort, ça doit être la loi de l'État partout sur notre territoire. Et donc c'est évidemment quelque chose qui doit changer dans les temps à venir, probablement par des mesures juridiques nouvelles, même s'il y a déjà un arsenal juridique. La question de la confiscation des biens mal acquis, il y a déjà un cadre juridique pour ça, mais on peut faire plus, et je pense qu'on doit faire plus. Alessandra, les chiffres sont quand même un peu en baisse à Marseille ? Oui, alors tout à fait, effectivement. Alors on est depuis le début de l'année à 14 homicides liés directement à des règlements de compte sur fond de trafic de stupéfiants. L'année dernière, on en était à 24 sur l'année, et 2023, c'était l'année un peu des records, si on peut parler ainsi, avec 49 morts dans la cité phocéenne et ses environs, toujours directement liés au trafic de stupéfiants. On se souvient cette bataille entre la DZ Mafia et Yoda, ces deux clans qui en fait se battent pour des points de deal, et à coup de règlement de compte extrêmement violent. Et quand on disait justement, il y a quand même des actions qui sont menées, c'est-à-dire c'est pas un territoire de la République abandonné non plus, Marseille. Il y a eu plein d'actions, on a parlé de ces opérations XXL, il y a eu énormément de moyens déployés, des effectifs, des magistrats, des policiers recrutés également. C'est jamais suffisant, bien évidemment, mais il y a des actions qui ont été menées. Beaucoup de ces trafiquants ont été interpellés, sont aujourd'hui derrière les barreaux. Et il y a beaucoup à Dubaï aussi. Et il y en a quelques-uns qui se promènent, mais qui commandent depuis l'étranger. Mais il y a aussi mais il y a eu des interpellations et des rapatriements en France pour purger également et être sanctionnés en France. Donc il y a quand même des actions qui sont menées. Mais c'est vrai que cette intimidation, si ça se confirme que c'est un assassinat d'intimidation, on va encore rester prudent là-dessus, c'est une étape supplémentaire dans ces process d'intimidation qui, on le voit, se propagent progressivement. Rappelons-nous l'épisode des agents pénitentiaires il y a quelques mois encore, qui ont tous, qui pour beaucoup ont été victimes de voitures incendiées sur les parkings autour des prisons, d'agents pénitentiaires qui ont fait l'objet d'intimidation dans leur propre domicile. Tout ça, c'était quand même pour beaucoup lié à des réseaux de trafic. Merci beaucoup Alexandra Guillet. Jean-Michel Blanquer, on en vient à votre livre, parce que en fait c'est assez... Vous parlez dans Civilisation française, vous dites qu'en fait on n'est pas à l'aube, ou on n'est pas dans une crise politique. Vous dites qu'on est dans une crise de civilisation parce qu'on a perdu les territoires, la langue et la République. La République, exactement. C'est un peu Marseille, ça en est un peu l'exemple.
En partie, oui. Heureusement, la situation elle est tangente, si je pourrais dire. Donc, rien n'est perdu, si je puis dire. Mais il est largement temps de se ressaisir sur toute une série de sujets. Donc, je commence par la question du territoire, parce qu'en effet, quand on parle de civilisation, le premier des sujets, c'est quand même ce que nous voulons pour notre territoire. Vous savez que gouverner la France pendant des siècles, c'était définir le territoire et partager ça avec les Français quant à ses frontières et quant à son équilibre. Et depuis une trentaine d'années, que ce soit en France ou ailleurs d'ailleurs, on est là. L'art politique, c'est désormais réparer le territoire comme on peut, qui bouge du fait de facteurs qu'on estime ne plus maîtriser. Et ça ne va pas, et c'est au cœur de la crise de civilisation que nous ressentons, notamment de la dévitalisation des petites villes et des villages. Et donc, ce que j'essaye de montrer, c'est que l'espèce de court-termisme dont nous souffrons aujourd'hui, puisque vous parlez de crise politique, on a l'impression que tout se joue au jour le jour, eh bien, nous oblige à revenir à des enjeux de long terme, c'est-à-dire plonger loin dans le passé et regarder loin dans l'avenir. Comment on va retrouver notre géographie ? Parce qu'on parlait en début d'émission de la disparition des boîtes aux lettres. Après, on parle d'un territoire perdu de la République, Marseille, ou en tout cas, comment on peut faire ? Ce que vous venez de décrire sont des symptômes typiques. Oui, c'est-à-dire la disparition progressive des services publics, c'est le symptôme d'un dépérissement, et donc il faut aller vers la cause de ce dépérissement et repartir dans l'autre sens, si je puis dire. Si je parle de civilisation, c'est parce que j'essaye d'aller vers la couche la plus profonde de temporalité. Fernand Braudel distingue 3 couches, la couche de l'événement, celle dont on parle ici par exemple, la couche de l'époque, 30, 40 ans, et puis la couche de civilisation, plusieurs siècles. Et il faut aller puiser dans la sève civilisationnelle pour tout simplement revitaliser notre civilisation. Et ce qui signifie, s'agissant du territoire, que si on prend Braudel par exemple, il nous montre que le mouvement de métropolisation, il est constant depuis des siècles, c'est l'urbanisation de l'espèce humaine. L'ONU nous dit qu'il y aura 70% des gens qui vivront dans des villes à l'horizon 2050. Ce qui est inacceptable et insupportable, c'est la dévitalisation d'une grande partie du pays au profit d'une dizaine de grandes villes. Et puis vous dites aussi, nos 2 grands drames contemporains, la désespérance des campagnes et la crise des banlieues, c'est exactement ce qui illustre le début de cette émission. C'est ça. Et que tout le monde sent, en fait, d'une façon ou d'une autre. Chacun a ses analyses, mais les deux, ce qui nous rend un peu malheureux sur nous-mêmes en ce moment, c'est la désespérance des campagnes et la crise des banlieues. Tout ceci correspond à une crise économique et sociale qui se voit en tant que crise politique maintenant. Si vous regardez l'Assemblée, elle reflète grosso modo cette géographie. Eh bien, nous avons aujourd'hui à réunir le pays, et ça commence par la revitalisation du territoire, d'où la réflexion sur ce qu'est la métropolisation. Il ne s'agit pas de dire on va abolir les métropoles ça n'existe pas, c'est pas possible, et c'est même pas souhaitable. En revanche, il faut regarder comment les métropoles peuvent être au service et non pas au détriment des petites villes et des villages. Et il y a des exemples, évidemment. Si vous prenez l'aéronautique, Toulouse, une capitale mondiale de l'aéronautique, mais au service de villes et de villages où il y a des usines. Il y a donc toute une vision que je propose à avoir sur la façon de réhabiter nos territoires. Pour réhabiter, il faut des habitants. Et vous accordez dans votre livre une grande place à l'urgence démographique. Vous dites qu'il faut une politique familiale claire, stable, généreuse, allocation renforcée dès le premier enfant, logement accessible, fiscalité favorable. Vous avez vu ce qui se passe à l'Assemblée nationale sur le budget. On a encore les moyens de faire ça ? Ce que je propose est quand même un peu systémique, c'est-à-dire avec ce que je propose, il y a à la fois des grandes économies à faire. Vous allez vous présenter ou pas ? Non, justement, je mets pas du tout ce genre de sujet sur la table. Non, mais je pense que. Et en même temps, votre livre est jalonné de propositions. Ouais. Totalement. J'assume que mon livre est utile, est fait pour être utile pour les échéances qui viennent. Ça, je l'assume complètement. Je pense qu'il faut un travail d'équipe. J'ai essayé de l'illustrer fin août à Autun en faisant l'université d'été du Laboratoire de la République, en réunissant des gens qui venaient de différents horizons. Gage, notamment. Par exemple, c'est allé de Jérôme Gage à Bruno Retailleau, en passant par Édouard Philippe ou Bernard Cazeneuve et Valérie Pécresse, Emmanuel Valls, etc. C'est l'arc républicain. On peut appeler l'arc républicain, mais il me semble que pour les échéances futures, nous avons besoin de montrer que le sujet n'est pas à ce stade de savoir si c'est X ou Y qui va être président de la République, mais d'avoir une plateforme d'idées qui tienne la route et qui soit un projet de société. Parce qu'une autre chose qui me frappe, notamment vis-à-vis de la jeunesse, c'est que ce sont les extrêmes qui présentent des, entre guillemets, idéaux de société, tandis que quand disons démocrates et républicains ne proposent pas. On ne lui parle pas à la jeunesse. On ne lui parle pas.
On ne parle pas que des retraites et que de la fin de vie. Je l'ai déjà dit avant-hier sur le plateau, ça me sidère. On ne parle pas de la jeunesse, on ne lui propose aucune vision. On lui a parlé hier, Anaïs, parlé hier à la jeunesse, Anaïs, au terme des commémorations en fait, des attentats du 13 novembre 2015. C'était un moment très très poignant et la jeunesse a été très impliquée à ce moment-là. Vous étiez ministre de l'Éducation le 16 octobre 2020, le jour où Samuel Paty a été décapité. On est toujours dans cette dimension de terrorisme islamiste qui prend en plus, qui est en train de muter en ce moment et notamment par le biais des réseaux sociaux. Vous regardez comment justement cette jeunesse, à travers le prisme de l'école que vous avez dirigé. C'est évidemment, à mes yeux, mais je crois aux yeux de tout le monde, le sujet fondamental. Une société qui va bien, c'est une société qui donne la première des priorités à l'enfance et à la jeunesse. Nous tous, dans nos vies, nous sommes d'abord conditionnés par les 8 à 10 premières années de notre vie, ce qui se passe dans le ventre de la mère, ce qui se passe les premiers jours, ce qui se passe notamment jusqu'à 7-8 ans en matière de sensations affectives, en matière d'apprentissage fondamentaux. Donc une société qui va bien, elle met toute son énergie sur ces années-là pour que les choses se passent bien ensuite. Et quand on investit sur ces années-là, ça rejoint votre question tout à l'heure, c'est autant d'économies qu'on fait sur les années suivantes. Et donc la priorité à l'enfance, ça doit être le sujet d'une société. Et c'est aussi, ça va de pair avec les discours vers la jeunesse. Trop de choses dans notre discours est gris, si vous voulez. La France a été, dans le passé, parfois plus pauvre, face à des périls même plus graves qu'aujourd'hui. Mais le discours était un discours d'optimisme, un discours de projet de société. La France n'a pas toujours été un pays pessimiste. Pardonnez-moi de vous interrompre, Monsieur Blanquer, mais encore une fois, pour revenir sur l'éducation nationale, le fait qu'on soit, par exemple, soumis à un contenu salafiste au bout de 3 postes lorsqu'on tape le mot islam sur TikTok, en classe, ça pose un problème, ça pose un péril qui arrive. Bien sûr. Bon, évidemment, le sujet de l'invasion des écrans dans la vie de nos enfants est crucial et c'est un sujet de société qui dépasse l'école puisque c'est aussi beaucoup dans ce qui se passe dans les familles et dans la vie courante. Donc je pense que c'est le sujet sur lequel il y a des mesures drastiques. Quand on a interdit les portables au collège en 2018, on a eu une première efficacité sur la concentration des élèves. Quand on a installé le quart d'heure lecture, c'est-à-dire un quart d'heure où personne ne dit rien, toute la communauté éducative lit pendant un quart d'heure, on crée une capacité de concentration, un épanouissement qui est beaucoup plus fort. Donc des mesures de ce type doivent se multiplier et probablement dans le futur des mesures encore plus fortes pour libérer les enfants des écrans, si je puis dire, et on peut avoir des idées sur cette question. Est-ce que vous avez conscience que ce terme de civilisation et de défense de la civilisation, il a quand même été préempté par l'extrême droite depuis quelques années? On l'a vu notamment au moment du drame de Crépol, ça a été l'un de leurs fers de lance. Comment lutter contre cette captation idéologique? En l'utilisant, c'est-à-dire je suis un dépréempteur. Je pense que c'est terrible de se dire que des mots comme laïcité, civilisation, pourquoi pas république, pendant qu'on y est, deviennent l'apanage d'un camp politique, tout simplement par déshérence de la part des autres. Donc je dis, voilà, moi qui appartiens plutôt, disons, au bloc central, même si je suis aujourd'hui un homme indépendant, je considère que non, bien sûr, la République, la laïcité, la civilisation, c'est le patrimoine de tous, et notamment des plus pauvres. Et la patrie est le premier patrimoine d'un non, mais individu. Y compris le drapeau et tout ça, parce que en France, on a l'impression que c'est plus simple de parler d'Ukraine ou du nucléaire que ce qui fait le ciment national, de ce qui nous lie. C'est-à-dire que si vous parlez de ça, vous êtes taxé d'être un odieux facho, en fait. Tout à fait. C'est quand même incroyable. Comment on a laissé faire ça ? C'est lamentable et c'est toute ma lutte depuis longtemps. J'ai d'ailleurs été pas mal attaqué à cause de ça. Mais vous savez, nos sociétés, pas que la France d'ailleurs, mais la France est une sorte de précipité chimique de ces choses. Mais nos sociétés démocratiques vont vers la fragmentation. C'est-à-dire que c'est l'individualisme, le communautarisme, les droits individuels poussés à leurs extrêmes, etc. Et le tout sans beaucoup de sens. Et évidemment que c'est très important de maintenir les droits et la démocratie et l'état de droit, c'est ce qu'il y a de plus précieux, mais ça doit être équilibré par la République, c'est-à-dire ce que vous venez de dire, c'est-à-dire ce qui nous unit, ce qui nous rassemble. Nous avons besoin d'être réunis. Et donc un mot comme civilisation, il est pas fait pour cliver, il est fait au contraire pour rassembler. C'est notre patrimoine commun. Et à propos de République, de ciment, d'union, vous avez une proposition autour de laquelle on tourne depuis des années, c'est le service national. 8-9 mois pour les jeunes, parce que les jeunes c'est l'avenir, si on s'en occupe pas, on est mort. Donc, qu'est-ce qu'il a de particulier, votre service national? Vous voulez que
tout jeune, on aille sous les drapeaux, c'est ça ? En tout cas, entre 18 et 25 ans, on aille sous les drapeaux, oui, qu'on soit un garçon ou qu'on soit une fille, et que ce soit pour des sujets militaires, comme l'ancien service militaire, ou des sujets de service civil, comme à l'image d'ailleurs de ce qui se passe déjà avec le service civique sur la base du volontariat, les sujets écologiques, les sujets de catastrophes naturelles, les sujets d'aide aux autres, les sujets de liens intergénérationnels. Il y aurait une partie mission, mission bien de sûr, service. Tout à fait, de mission de service. Vous savez, tous les jeunes qui ont fait le service civique jusqu'à présent y ont trouvé un immense épanouissement, et d'ailleurs bravo à tous ceux qui ont créé le service civique et qui le font vivre. Nous avons eu aussi avec le service national universel qui a rencontré des limites, mais qui a quand même eu de beaux succès aussi. Mais là, votre truc, il est obligatoire. Oui, je pense que 8 à 9 nous mois. avons besoin du creuset. C'est cohérent avec ce que je disais précédemment. Nous avons besoin d'un creuset républicain. Vous savez, il y a beaucoup de pays. Prenez le Japon, prenez Israël, prenez d'autres encore. Très particulier. Oui, le nationalisme japonais a des revers. Mais ce sont des pays qui ressentent des périls. Par exemple, les périls naturels au Japon. À la guerre en permanence. Tout à fait. Donc, mais regardez la capacité justement. Vous voulez qu'on soit un peu comme eux? Je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, que nous soyons, que nous sachions que, vous savez, nous avons tous hérité de la France. Je trouve qu'il y a une forme d'ingratitude vis-à-vis de ce que nous avons reçu en héritage. C'est-à-dire, on fait tous comme si tout ça était naturel, donné, mais tout ça est la construction de centaines de générations avant nous. Nous allons nous-mêmes léguer le pays à d'autres générations. Tout ça, ça suppose de l'effort. C'est pas des choses qui tombent du ciel. Et ça coûte cher. Et ça suppose un service pour tout le monde, ça coûte très cher. 3 milliards. Ça coûte beaucoup moins cher que la délinquance et que les dégâts d'aujourd'hui, que les dégâts de la drogue ou de la délinquance qui sont aujourd'hui, ou des extrémismes dans lesquels tombe la jeunesse à cause du fait qu'elle ne sent pas le creuset républicain, qu'elle ne sent pas cette appartenance, qu'elle n'a pas assez d'ailleurs l'amour de la France présenté à elle comme étant un idéal de société. Dans ce combat républicain, la gauche social-démocrate telle que vous l'observez en ce moment, elle vous semble en phase de reconquête et de reconstruction, ou au contraire c'est le chant du cygne, elle est complètement dévorée par la gauche d'extrême? La réponse est dans votre question, Christophe. Chacun son diagnostic. Franchement, on voit bien que le destin est en train de basculer là. Non, mais c'est comme la pièce dont on ne sait pas si elle va tomber sur pile ou face. C'est vraiment, en ce moment, se jouent des choses très importantes. C'est pour ça que, évidemment, j'espère qu'une gauche de gouvernement patriote, républicaine, progressiste, laïque, soit de plus en plus forte dans notre pays, parce que notre pays, ça fait partie de l'équilibre de notre pays que d'avoir cela. Vous savez, non, rien n'est perdu en fait. D'ailleurs, notre pays, il est revenu de choses plus graves que ce dont nous parlons. Mais à chaque fois, nous en sommes sortis. Comment? Par l'amour du pays. Dans les années 40, on était en 45, nous étions au plus bas sur le plan économique et social. Et pourtant, on avait, mais même une fois parti le général de Gaulle, vous avez eu le corps national. Mais parce qu'il y avait des gens qui s'entendaient, qui étaient fédérés autour d'un projet commun. C'est-à-dire que là, est-ce que c'est encore le cas? Mais je pense qu'il y a une aspiration à ça. On l'a vu hier avec les commémorations du 13 novembre. Il y a une aspiration. Ouais. Les jeunes, à chaque fois que vous, il faut qu'il y ait, si je puis dire, une offre rencontre une demande. C'est-à-dire, en fait, pour moi qui ai beaucoup vu des jeunes pendant des milliers de classes, de tous les âges, etc. Il y a une aspiration de la jeunesse du pays à tout simplement à ce qu'on lui offre. Des possibilités de se donner, de donner de soi-même, de l'intérêt général. Sinon, et on voyait tout à l'heure que c'était le maquillage qui l'emportait sur les réseaux sociaux dans votre reportage. Bon, je pense qu'on doit pouvoir offrir autre chose comme perspective à nos jeunes. Et chaque fois qu'on fait appel à la générosité, au don de soi, à l'altruisme, en réalité on rencontre. Donc c'est une question d'aller chercher. Est-ce qu'il faudrait lever le drapeau et la Marseillaise le matin à l'école? Alors là, il faut absolument pas l'exclure. En 2010, lorsque j'étais recteur de Créteil, on a créé l'internat d'excellence de Sourdin, dans une ancienne caserne. Les élèves sont pour l'essentiel issus de Seine-Saint-Denis, de Val-de-Marne et de Seine-et-Marne. Il y a 2 jours, ou 3 jours, ils ont fêté le 11 novembre autour du monument aux morts. Ils sont en uniforme tous les jours de l'année. Ils chantent la Marseillaise. Et on a un très bel exemple. Parce que là, ce sont des jeunes qui aujourd'hui font de belles études après, sont issus de milieux très défavorisés souvent. Et maintenant, ce sont des jeunes qui aiment leur pays, qui sont intégrés à la société. Et ça existe. Ça existe dans notre pays. Donc les bons exemples sont en réalité assez nombreux. Il faut faire levier avec ça et donc être volontariste sur cette base-là. Sur l'immigration, est-ce que vous trouvez que les responsables politiques ont peur de dire la vérité parce qu'ils ne maîtrisent plus la situation? Oui, c'est en partie vrai de dire ça. C'est pas vrai de tout le monde. Mais en tout cas, il y a une euphémisation du sujet. Oui, ça c'est certain.
Ouais, et puis en ce qui concerne la défiance des Français vis-à-vis de ce qui faisait avant notre joie, notre orgueil, c'est-à-dire l'hôpital, les services publics, etc. Quel serait pour vous le premier acte réaliste qui permettrait de restaurer la confiance entre les Français, leur politique, entre les Français, leur hôpital, leur justice? Je pense qu'il y a plusieurs actes symboliques qui devront avoir lieu juste après la prochaine élection présidentielle et que d'ailleurs beaucoup de choses devront se dire de ce type devront se dire dans la campagne présidentielle et faire l'objet d'ordonnances tout de suite après l'élection, et qui toutes iront dans le sens de retrouver notre territoire et de lui redonner de la force. Par exemple, je propose des mesures qui sont des mesures qui favorisent l'installation dans les 20 départements les moins peuplés de France. Ce sont des choses fortes et symboliques. Il y aura aussi des actes symboliques à prendre. Il faut d'un seul coup aller rechercher la vaillance française qu'on a par exemple dans notre équipe de rugby à certains moments. Parfois on perd, on est à 20-3, on perd à 20-3 et puis on finit par gagner 30-20 parce qu'en deuxième mi-temps, parce qu'on se ressaisit, parce qu'on est fort, parce qu'on aime notre pays. Ça existe en nous, bien sûr. Et donc, elle est belle, elle est une position de tout le monde, de tous les candidats, votre proposition. Ah oui, bien sûr. Dites, vous piochez, j'ai pas d'ego, pour l'instant je dis pas si je suis candidat ou pas, allez-y. Oui, complètement. Et alors piocher, j'aime pas le mot parce que c'est un peu systémique. Ça forme un tout. C'est pas une addition de choses. C'est un tout. Mais évidemment, je le mets sur la table. Et ravi. Vous savez, aujourd'hui, le problème c'est qui va être président ou président de la République, ça occupe beaucoup d'esprit. D'accord. Mais c'est un travail extraordinairement difficile qui attend celui ou celle qui le fera. Il faut en être conscient, il faut avoir la gravité d'en avoir conscience. Et donc le sujet, ce qui serait grave, c'est qu'on élise un narcissique. Ce qu'il faut, c'est qu'on... Non, c'est pas ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, les querelles sont des querelles de narcissisme. Ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on élise un ou une chef d'équipe et que ce soit pas juste un chef, mais une équipe. Vous avez vous avez un modèle je pense historique. Je crois, la chose à laquelle je pense, c'est que les personnes de bonne volonté qui sont assez voisins sur les sujets. Vous voyez, par exemple, hier, je discutais avec Jean-Louis Borloo de nos idées qui sont pas exactement les mêmes, mais qui sont intéressantes, je pense, sur la clarification des compétences locales, les nouvelles libertés locales qu'on peut souhaiter. Mais moi, je suis sensible aussi à l'unité de la République, donc on regarde. Et qu'à la fin, on fasse émerger un travail d'équipe et que si un jour tel ou tel est élu, ce soit une équipe, et pas, je peux ne pas en être. Mon but n'est pas la République. Oui, mais ça n'est jamais arrivé jusque-là. C'est ce dont on a besoin. Et il faut aussi une cohérence. Parce que quand on vous met ministre de l'Éducation nationale et que celui qui vous remplace c'est Pape Ndiaye, on comprend plus rien. Alors il faut une cohérence dans l'espace et dans le temps, je vous l'accorde. Oui. Accordez-le-moi. Il y a une sublissime formule de Mathilde Thiraud dans Le Point que je vais citer. Retranché sur son Aventin, le chef de l'État contemple avec une certaine gourmandise la course à sa succession. Vous le connaissez bien, le président. D'abord, est-ce que c'est vrai? Et deux, comment est-ce que vous regardez cet embouteillage? Il y a du monde sur la corde à linge. Retailleau, Vauquier, Bertrand et j'en passe. Comment est-ce que vous regardez tout ça? D'abord, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il regarde ça avec une certaine gourmandise, cette course à la succession? Est-ce qu'il l'organise? Et deux, comment vous regardez cet embouteillage? Non, alors, je ne sais pas comment il voit ça, mais surtout, j'en rajoute pas sur les critiques au président. Je pense qu'aujourd'hui, le sujet n'est pas là. J'ai dit ce que j'avais à dire sur ces questions dans mon précédent livre. En revanche, sur la question de la future élection présidentielle, je pense qu'on doit sentir l'intérêt général dans les discussions. On doit parler des questions de fond comme celle-là. Moi, je suis tout à fait prêt à débattre avec qui voudra de ces enjeux. On doit sentir que la question n'est pas une question d'ambition personnelle, mais vraiment d'unité de notre pays. Non, mais c'est Darmanin, du stop. Oui, mais il y a pas. Stop. On vous le dit dans le livre. Jean-Michel Blanquer. Merci beaucoup d'être venu pour ce livre Civilisation française qui sonne quand même un peu comme un programme. Et il y a une belle image dans votre livre, c'est celle des bâtisseurs de cathédrales. Oui. Ceux qui disent moi je casse des cailloux, et puis ceux qui disent moi je bâtis ma cathédrale, c'est-à-dire la transcendance ou juste le day-to-day business. Non, c'est vrai, c'est une très belle image. Pour Notre-Dame de la fierté. On retrouve l'envie de bâtir ensemble des cathédrales. Merci beaucoup. On va revenir parler de la langue française aussi. On n'en a pas parlé parce qu'on n'avait pas assez de temps. Mais il faut lire le livre Civilisation française chez Albin Michel. Merci beaucoup Jean-Michel Blanquer d'être passé sur le plateau. C'est l'heure du carton rouge. Cela dit, vous pouvez rester parce que c'est sur le budget. Ou vous pouvez partir comme vous voulez. Merci. Allez, rentrez Catherine. Chère Catherine,
André, journaliste Écho, TF1, LCI. Merci Monsieur Blanquer, bonne journée. Depuis 48 heures, Catherine, enfin non, je dis pas depuis 48 heures, c'est depuis quelques jours, l'Assemblée fait une chose très simple. Elle creuse des trous. Donc, bah si, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Donc, expliquez-nous ce qu'ils font là. On comprend rien. Quand on regarde... Ils étaient censés faire des économies. C'est déjà pas la dette et le budget et tout ça, c'est déjà tellement pas brillant. Et en fait, non, pas du tout. Ils font pas d'économies. Mais c'est vrai qu'il y avait un défi de taille. C'était le budget de la sécurité sociale. On rappelle qu'on est dans une situation qui est catastrophique puisqu'on a un déficit de la sécurité sociale qui est à 23 milliards d'euros cette année. Et donc, l'ambition du gouvernement Lecornu, c'était de tomber à 17 milliards d'euros de déficit, c'est-à-dire faire grosso modo 5 milliards d'euros d'économie. Sauf que les députés ont décidé tout l'inverse. Non seulement ils n'ont pas fait d'économie, mais en plus ils ont décidé, via les mesures adoptées, de creuser encore le déficit, puisqu'on pourrait être l'année prochaine à 24 milliards d'euros de déficit. Ce qui, je vois pas d'autre terme que le mot irresponsable quand on voit les multiples alertes de la Cour des comptes. Alors, on ne sait plus si les notes de la Cour des comptes d'ailleurs sont entendues, lues, mais la Cour des comptes les armoires n'arrête pas de dire que la trajectoire est insoutenable, qu'il y a même un risque de liquidité, de paiement à partir de 2027, où l'organisme chargé d'emprunter sur les marchés financiers pour la sécurité sociale pourrait ne plus pouvoir emprunter tellement cet organisme est endetté. Mais ces appels de la Cour des comptes ne sont pas entendus, puisqu'on se rend compte que le déficit donc est encore creusé pour l'année prochaine. Elisabeth, Christophe, irresponsable, c'est le mot que vous employez aussi. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, ce qu'on a mesuré cette semaine, la dette, tout le monde s'en fout en réalité. Oui. Et paradoxalement, parce qu'on a quand même compris, on a compris qu'il y avait un problème d'asphyxie budgétaire qui se profile. Mais au moment où il faut se désendetter, eh ben non. Ils disent tous non, et c'est vrai. Et les Échos, par exemple, hier, ont aussi mesuré quelque chose qui est très intéressant. C'est qu'à la fois, on renonce donc à des économies, et alors en termes de recettes, on vote des recettes qui n'existeront pas. Il y aurait 40 milliards de recettes qui ont été votées, qui sont inapplicables. Donc, quand on dit responsabilité, il faudrait trouver un autre mot, en fait. Chaque parti continue de soigner sa clientèle. Exactement. Sans aucune cohérence économique et aucune responsabilité pour l'avenir. On parlait des enfants avec Jean-Michel Blanquer, sans aucune responsabilité par rapport à ce qu'on va léguer. C'est plus un budget Frankenstein, je ne trouve pas le mot, c'est un budget guignol. Alors on va voir ce qui se passe, mais pour l'instant, c'est vrai que tout le monde s'en fout de la dette. Catherine, à force d'ajouter des dépenses et de supprimer des recettes, est-ce que notre modèle social, en réalité, est encore tenable ? J'ai du mal à comprendre comment certains députés peuvent dire à la fois qu'ils sont attachés au modèle social français et prendre de telles décisions, parce que c'est vraiment aller contre le modèle social français, parce qu'on sait qu'on a un modèle social qui est aujourd'hui en danger, qu'on a du mal à faire fonctionner notamment l'hôpital, que les rémunérations des soignants ne sont pas à la hauteur, que les services publics se dégradent, mais pour autant c'est pas en creusant davantage les déficits qu'on va régler cette situation. Et puis c'est vrai que vous parliez des mesures électoralistes. Bon, évidemment, quand on veut faire des économies en matière de sécurité sociale, il n'y a pas 1000 chemins. Vous êtes obligé à un moment donné d'aller vers les retraites, parce que les retraites c'est 40% de la dépense sociale. Si vous n'agissez pas sur ce levier, vous ne pouvez pas faire de vraies économies. Et là, c'est tout l'inverse qui a été décidé. Non seulement on suspend la réforme des retraites, mais en plus, ce qui devait amener de l'argent, la mesure phare du gouvernement, c'était l'année blanche, le fait de ne pas indexer les pensions de retraite et les minima sociaux à l'inflation. Mécaniquement, ça devait permettre de faire des économies. Sauf que ça, les députés ont voté contre. Ils ont voté contre parce que les retraités, ce sont ceux qui votent. Mais on se retrouve dans une situation qui est ubuesque, quelque part. Ceux qui devraient être mis à contribution, parce qu'il n'y a pas le choix, parce qu'il faut un moment récupérer de l'argent, eh bien sont épargnés. On fait ça pour 3,5 millions de personnes, Christophe, c'est ça ? Oui, exactement, mais 3,5 millions de personnes qui forment 27,5% du corps électoral, alors que les 18-24 ans, c'est 11% du corps électoral. Donc évidemment, l'avantage est à eux. On est quand même face à un phénomène assez incroyable d'irresponsabilité, mais qui est aussi dû à un autre phénomène. Vous et moi, si on décide d'emprunter à la banque pour acheter un palais à Venise ou un château en Espagne, la banque va nous dire non, désolé, on vous prête pas parce que vous n'avez pas les moyens de rembourser.
La France, elle émet de la dette, elle trouve des prêteurs. Elle s'endette, elle trouve des prêteurs. Mais ça va bientôt arriver à un terme. Mais ça fait combien de temps qu'on dit bientôt? Janvier 2012, on perd le triple A. Tout le monde dit c'est la catastrophe. Oui, mais là, les Allemands, ils vont vouloir emprunter aussi. Alors, vous allez prêter plutôt à un Français ou plutôt à un Allemand? Alors, le jour où la dette ne rentrera plus, l'emprunt ne rentrera plus. Et qu'on dira ou à des taux exorbitants, disons. On dira aux retraités, le mois prochain, vous toucherez 40% de votre pension parce que le reste, on vous le donnera plus tard quand on aura réussi à l'emprunter. Là, ça changera la donne. Mais ça ne veut pas dire que ça sera plus calme politiquement, parce que ça s'appelle le chaos quand même. Bien, c'est sur cette petite note positive que nous allons faire une petite page de pause. Ici, le chaos qui arrive. Attention, je vous annonce que le maire de Marseille, Benoît Payan, est invité de David Doucan tout à l'heure à 12h15. Donc, à 10h15, vous restez bien sur LCI. Et puis nous, on se retrouve tout de suite pour parler d'une messe qui fait pas fureur. Oh là. À tout de suite. Elle est vraiment belle celle-ci. Wow. De retour sur le plateau dans toute liberté avec Guillaume Audat, Christophe Barbier et Queen Elisabeth Martichoux. C'est l'heure de la phrase qui fait du bruit. Une messe, Christophe, en hommage à Philippe Pétain, doit être célébrée demain à Verdun. Et la phrase qui fait du bruit, c'est celle de Samuel Hazard, maire d'hiver gauche de Verdun, qui dit « Je n'accepterai jamais qu'une messe soit célébrée à Verdun en hommage à Pétain, frappé d'indignité nationale en 1945 et donc déchu, entre autres, de son grade militaire. La justice a été saisie, doit trancher aujourd'hui. Christophe, ça vous indigne aussi? Ah oui, il a tout à fait raison, ce maire, il faut le soutenir, pour plusieurs raisons d'ailleurs. Que les historiens découpent la vie de Pétain entre le soldat de la guerre 14-18, le maréchal 1940, c'est normal, c'est un travail d'historien. On sait bien que la vie d'un homme, c'est pas un bloc. En revanche, dans les hommages, on est bien obligé d'embrasser le parcours entier d'un homme, et ce qu'il a fait entre 40 et 45, évidemment, obstrue tout le reste, efface tout le reste, donc zéro hommage pour le maréchal Pétain. Et déposer une gerbe sur sa tombe, comme l'a fait François Mitterrand pendant de nombreuses années, c'était tout simplement scandaleux. La gauche s'en souvient assez peu. Par ailleurs, c'est une messe autorisée visiblement par les autorités religieuses. C'est d'autant plus stupide. Pourquoi? Le maréchal Pétain, il épouse sa femme en 1920, à la mairie. Et puis quand il est nommé à la tête de la France, l'Église tord le nez en disant vous êtes chef d'État, vous n'êtes pas marié à l'Église, c'est un peu compliqué. Ça remonte même jusqu'au pape Pie XII. Alors le maréchal Pétain dit bon bah d'accord, on va se marier à l'Église. Le 7 mars 1941, la cérémonie est convoquée et le maréchal Pétain n'est pas là. Parce que pour se marier, il doit passer par le confessionnal. L'Église l'exige. Et le maréchal Pétain ne veut pas se confesser. Et donc, il était chaud. Ah bah oui, en plus il avait une vie totalement dissolue. Il se fait donc remplacer. Bah oui. C'est un mariage par procuration. C'est prévu, c'est possible. Attends, il s'est fait remplacer? Oui, il s'est fait remplacer à son propre mariage religieux. Il y avait quelqu'un qui était là pour dire oui au nom du maréchal Pétain. C'est prévu dans le droit canon. Il y a des rois, des souverains qui se sont mariés comme ça dans notre histoire. Et donc, on veut nous dire que c'est un paroissien exemplaire qui a droit à une messe? Non. L'Église se trompe en autorisant cette messe. Le maire a raison. Il ne faut pas qu'elle puisse se tenir. Elisabeth, cette séquence, comme on dit maintenant séquence, non mais moi-même je deviens un jouet des... Alors je suis team bouton là. Non mais séquence. Non, on fait pas. Oui, séquence c'est horrible. Mais cette qu'est-ce qu'on peut dire alors à part séquence, cet épisode dit quelque chose de plus large. Il y a un affrontement idéologique. Dans le débat public en fait, non? De plus en plus violent. D'ailleurs, rappelez-vous, au début de son quinquennat, Emmanuel Macron s'était pris un peu les pieds dans le tapis. Absolument. À propos de la figure de Pétain, il avait dit publiquement, alors je ne me rappelle plus les circonstances, Christophe a plus de mémoire que moi sans doute, mais il avait dit qu'il dissociait donc les deux moments de la biographie. En quelque sorte, et qu'on pouvait honorer effectivement le soldat de la Première Guerre mondiale. Et c'est vrai que ça n'avait pas plu à tout le monde, puisque certains disaient que la mémoire collective, pour qu'elle soit forte, pour qu'elle marque son empreinte, que la mémoire collective retienne le principal d'une vie. Et le principal de la vie de Philippe Pétain, c'était évidemment l'ignominie de Vichy
et de sa collaboration avec Hitler. Et donc, vous voyez que ça n'est pas facile. Alors Emmanuel Macron a toujours eu un peu de mal avec l'histoire, mais il y a ce débat. Alors je ne parle pas du débat de Zemmour, qui a été condamné d'ailleurs pour avoir dit que il a protégé des Juifs français. Qu'il avait protégé des Juifs français pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est normal d'ailleurs. On peut pas effacer les passions, on peut pas effacer les questions. Il faut tenir droit. Et vous avez raison, Christophe. Alors là aussi, je signe votre pétition. Mais on peut pas empêcher que, comme ça, ce qui s'est passé nous travaille. Voilà, il faut y répondre. Oui, mais rappelons tout simplement qu'il a permis la déportation via Drancy jusqu'en Allemagne de Juifs, dont des enfants. Il y avait un document qui a été retrouvé avec une note de sa part où il avait écrit « Et les enfants aussi ». Et les enfants aussi. Le statut des Juifs de 1940, personne ne le demandait, donc c'était de la propre initiative. Absolument, de ce c'était pouvoir. du zèle de la part de Monsieur Pétain, du maréchal Pétain. Après, on peut raconter le soldat Pétain, décrire la vie de Pétain, y compris avant 1940. On ne peut pas honorer le soldat Pétain. Condamné à mort pour haute trahison tout de même par la Haute Cour de justice. Vous rappeliez la fleur qu'avait déposée François Mitterrand en son temps, mais ça tombe sur l'île-dieu. Elle est régulièrement fleurie de temps à autre. Il y a des petits rassemblements qui se produisent. Parfois, elle est vandalisée. Et également, ça suscite des passions. Moi, je m'étais intéressé au maréchal Pétain et à son procès. Et j'avais découvert la figure de Jacques Izorni, qui était son avocat et qui, à l'époque, lui, disait « Moi, défendant le maréchal Pétain, je défends avant tout la liberté ». Et j'avais découvert à travers lui, finalement, la figure d'un grand homme, Jacques Izorni, qui avait inspiré des générations de pénalistes après lui. Et le cercueil du maréchal Pétain avait été volé après sa mort à l'île-dieu par des partisans qui voulaient le ramener justement à Verdun. Ça s'était terminé dans un box en banlieue parisienne, si je me souviens bien, où on avait fini par retrouver cette dépouille. C'est dire si ce culte nauséabond du maréchal Pétain. Oui, d'accord, mais évidemment, ce que vous avez dit, son attitude pendant la Seconde Guerre mondiale obère tout le reste, mais pendant la Première Guerre, ça a été un héros dans une boucherie, dans le suicide de l'Europe. C'est ça le truc. Et d'ailleurs, pour le coup, le Charles de Gaulle avait beaucoup de déférence à l'égard de celui qui avait été un de ses mentors militaires à l'époque. Mais on le sait, c'était une figure héroïque et vraiment un guide. Allez, c'est maintenant, il y a de l'espoir. Bientôt un statut pour les beaux-parents. Cette proposition crée une déclaration de beau-parentalité, belle parentalité, je ne sais pas comment on dit, et ainsi permettre d'adapter le droit aux familles d'aujourd'hui, les familles recomposées ou les beaux-pères avec des beaux-pères et des belles-mères. Voilà. Je dis toujours des familles décomposées, c'est horrible. Parce que ça commence explication de Léo Florence et Lucas Ruch. Comme 10% des ménages, Myriam et sa fille font partie d'une famille recomposée. Quand j'ai rencontré mon conjoint, j'avais déjà une grande fille. Il était prêt à l'adopter si elle n'avait pas eu de père. Enfin voilà, il s'est investi dans cette relation comme si ça avait été sa propre fille, enfin au sens de sang, quoi. Ce lien de beaux-parents n'est pourtant pas reconnu par la loi, notamment en cas d'héritage. Il y a quelques années, le beau-père de Claude lui propose de l'adopter. Seul moyen de faciliter la transmission de son patrimoine. Moi, je me suis posé beaucoup de questions à ce sujet avant de répondre favorablement. Donc, si on peut éviter cela pour transmettre des biens, je pense que c'est une bonne chose. Une donation est aujourd'hui taxée à 60% vers l'enfant de son conjoint, 0% vers un enfant biologique, si la valeur n'excède pas 130 000 €. Le Congrès des notaires propose alors de créer une déclaration de beau-parentalité. L'idée de ce statut et cette déclaration de beau-parentalité, c'est effectivement de pouvoir venir unifier cette fiscalité de la transmission patrimoniale. Un tel statut existe déjà aux Pays-Bas. En plus de faciliter les donations, il confère une autorité sur l'enfant et des droits à un congé parental. J'ai bien l'impression, sans vouloir révéler quoi que ce soit de vos vies intimes aux uns et aux autres, que nous sommes trois sur ce plateau à être dans des familles recomposées. Et Elisabeth. Oui, et on en a fait l'expérience, comme combien de couples sur 10, sans doute, peut-être une majorité. C'est vrai que c'est important parce que il faut faire une place aux beaux-parents, à la belle-mère ou au beau-père, que ça n'est pas toujours facile par rapport aux enfants. Et que peut-être, effectivement, cette reconnaissance d'un statut peut y aider
psychologiquement, c'est très important de penser vraiment. Non, c'est pas toujours simple, parce qu'il y a le film de Rebecca Zlotowski qui dit les enfants des autres, c'est merveilleux, etc. Non, c'est pas simple comme relation, pas du tout. Non, c'est très compliqué. Et c'est très compliqué dans le parent biologique des enfants de vraiment d'accorder une place suffisante à son conjoint par rapport à ses enfants. C'est pas toujours facile. C'est très difficile à passer. Trop, pas assez. On a peur que les enfants soient bousculés. On a peur de faire oublier le parent, le père ou la mère il y a la figure biologique. Qu'on efface et qu'on remplace. C'est compliqué. Mais voilà, quelle autorité par rapport au rival ou à la rivale qui est le père biologique. Non, c'est très subtil, c'est très compliqué. Peut-être que ça peut aider les enfants. Christophe ? Le vrai drame familial dans notre société, c'est les familles monoparentales. Parce que c'est très très dur et c'est souvent la mère qui est seule. Les familles recomposées, oui, c'est très compliqué, donc il faut essayer de soutenir. Vous êtes un connaisseur ? Oui, mais bon, pour mon cas, ça a plutôt été facile. Donc, et en ce moment, j'ai pas du tout l'impression d'être beau-père, mais d'être plutôt père numéro 2, voilà. Et donc, mais je sais que dans d'autres cas, c'est plus complexe. Puis ça dépend aussi de l'âge auquel les enfants sont confrontés à l'arrivée dans leur vie d'une belle-mère ou d'un beau-père. L'idée aussi de faciliter la transmission fiscale en donnant les mêmes droits, c'est important. Je constate néanmoins que dans beaucoup de pays voisins, c'est pas simple non plus. Il n'y a pas vraiment beaucoup de pays qui ont une espèce de certificat de modernité et d'audace de ce côté-là. Quand l'autre parent biologique existe toujours, le père ou la mère du premier mariage, l'arrivée du beau-père ou de la belle-mère, c'est toujours compliqué pour les autorités. Mais sur cet aspect-là, non, mais la transmission, c'est extra concernant pour plein de gens, et c'est pour ça qu'il y a un peu d'espoir dans cette proposition qui est tout sauf anodine, parce que, mettons, vous avez 2 filles, je ne révèle rien, imaginons qu'on se remarie tous les deux, vie recomposée, moi j'ai 2 garçons, mettons qu'il m'arrive beaucoup ensemble, mettons qu'il m'arrive quelque chose, j'ai pas envie forcément que vos 2 filles que j'aime d'un amour pur et sincère soient lésées si mes 2 garçons héritent. Il y a ça derrière cette proposition des notaires, et c'est pour ça qu'il y a un peu d'espoir, parce que ça va résoudre des tas de situations qui peuvent en plus amener sur le plan intime les questions qui étaient évoquées à la fois par Christophe et Elisabeth. Il y a des gens qui ne veulent pas du tout léguer des trucs à leurs beaux-enfants non plus. Non, pas forcément, mais il y a des gens qui construisent une intimité en famille comme Christophe. C'est pour ça que la donation est le bon système, c'est pas la transmission obligatoire comme avec les enfants biologiques qu'on ne peut pas léser de 100% d'un héritage. Mais la donation possible, c'est bien. On passe de 0% biologique à 60% non biologique. C'est quand même quelque chose d'assez intéressant à envisager. Une petite note d'espoir donc et une demande en mariage. Voilà. Sur ce plateau. Subrepticement, vous n'avez rien vu venir, mais c'est arrivé. Ça va faire Bon, on va en parler ce week-end. On se retrouve lundi à 9h, évidemment. Dans un instant, carte sur table avec Doucan. Et je vous rappelle que David aura pas sur son plateau, mais sera en lien avec le maire de Marseille, Benoît Payan, pour parler de ce qui se passe là, dans la cité phocéenne avec ces assassinats de menaces, en fait, au cœur du narcotrafic. Mais tout de suite, le journal de Kadi Adoum Douas.